Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18 sur BFM Business et sur RMC Découverte. La campagne commence ce matin officiellement pour 15 jours. On est avec Jean-Laurent Casselli. Bonjour, vous êtes un ancien journaliste, co-auteur de La France sous nos yeux, que vous avez écrit avec Jérôme Fourquet, qui sert de bible désormais pour comprendre les fractures de la société française. Vous avez lancé maintenant votre société de conseil pour décrire les tendances de consommation. Quand on regarde aujourd'hui sur quoi va se porter la campagne, alors 15 jours, ça va être très court. C'est quoi? C'est logement et pouvoir d'achat. Je pense que ça va être un cocktail de toutes les raisons pour lesquelles une partie des Français sont mécontents. Je pense aussi qu'il n'y a que dans les analyses de sondages ou théoriques qu'on arrive à critériser le choix en disant, vous savez, petit 1, les gens votent pour le pouvoir d'achat à 37%, sur l'immigration à 42%. En fait, dans la tête des gens, et d'ailleurs de tous les gens, hein, pas seulement les gens qui ne sont pas éduqués ou qui ne connaissent pas bien la politique, c'est jamais comme ça que ça se passe dans l'urne. En fait, c'est toujours sur un feeling, sur un ressenti général qu'on porte son choix. Pourquoi ? Parce que dans les élections, il y a aussi une incarnation. On l'a vu avec Jordan Bardella, qui fait sur sa personne, il y a beaucoup de commentaires qui se sont focalisés sur lui, de même que Emmanuel Macron à l'époque avait joué sur le dégagisme et sa jeunesse. Donc pour moi, une élection, c'est jamais du pur rationnel, c'est toujours un mélange entre les convictions, l'étude quand même, l'analyse des programmes à minima, et puis surtout un sentiment, une dynamique générale. Quelle est la place du programme? Nous ici à BFM Business, on décortique les programmes économiques, on dit ça va coûter cher, trop cher, c'est pas faisable. Les gens font ça ou pas? Ou ils s'en fichent? Absolument pas, ils ne le font pas. Je pense que plane sur eux la menace de ce qu'il ne faut pas faire. On sait que par exemple les retraités sont un électorat qui vote moins RN que la moyenne, ce qui souvent surprend les gens d'ailleurs, parce que c'est un peu contre-intuitif, parce comme ils sont plus âgés, on se dit qu'ils sont plus conservateurs sur les valeurs. Or sur le plan économique, ils ont plus à perdre d'un chaos en fait, ou en tout cas d'un retournement total de situation, parce qu'ils ont de l'épargne, parce qu'ils sont propriétaires de leur logement, qui craignent aussi la sortie de l'euro, même si le RN est revenu dessus. Donc il y a quand même je dirais que pour les gens qui ont quelque chose à perdre, l'économie ça compte. Pour ceux qui ont moins à perdre, ça compte moins. Et dans ces cas-là, c'est quoi? C'est le dégagisme qui compte? Je dirais que c'est l'envie, ce qui monte là en ce moment depuis une semaine, de tous les reportages qui sont faits auprès des électeurs RN, c'est quand même une envie de changement, d'essayer quelque chose qu'on n'a pas encore essayé, sous le prétexte que finalement ça pourrait pas être vraiment pire que la situation actuelle. Et on voit bien, j'écoutais hier Bruno Le Maire, on voit bien à quel point les arguments rationnels économiques qui mettent en garde contre justement les risques sur l'économie française, en fait ne passent plus vraiment. Par exemple cette question de la dette, je pense, c'est devenu quelque chose. On a tous grandi avec la menace de la dette qui plane sur nous, mais on l'a jamais vu physiquement. J'ai envie de dire, on l'a jamais vu incarné. Or, depuis quelques années, on voit les conséquences concrètes de l'inflation sur les étiquettes. On voit les conséquences concrètes des taux d'emprunt sur l'immobilier, sur la crise du logement. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, le Français, il se dit, oui, d'accord, il y a peut-être pire qui m'attend, mais en même temps, la situation est déjà assez dégradée. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai à perdre en faisant ce vote? Et on sait que historiquement, quand les extrêmes et quand l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est souvent qu'une partie des catégories moyennes rejoint ce sentiment, cette envie de dégagisme. Tant que c'est un peu cynique ce que je veux dire, mais tant que ce sont les marginalisés, les exclus de la société qui sont en colère, après tout, ils ne sont pas majoritaires, donc ça continue à passer. C'est business as usual. Une fois que les catégories moyennes, et on voit que le vote FN s'est moyennisé, il s'est normalisé, il s'est diffusé sur le territoire, il est aujourd'hui le vote des 35-65 ans, hommes, femmes d'ailleurs, au même niveau, ce n'était pas le cas avant. Il n'est plus le vote des ouvriers, des employés, il est aussi de plus en plus le vote des catégories intermédiaires, vous savez, les professions de santé, voire les fonctionnaires. Les actifs de manière générale. Exactement, c'est la France des actifs, des familles, des catégories moyennes, des petites villes, mais de plus en plus sur le plan urbain de la France moyenne, qui votent RN. Voilà. Ce qui veut dire que l'argument du gouvernement de dire c'est moi ou c'est le chaos, regardez, il y a l'OAT qui augmente ou il y a de la pression sur les marchés financiers, ça n'a aucun impact. En tout cas, je pense que le verrou psychologique sautera probablement, non pas quand un économiste dira vous pouvez voter pour tel ou tel parti, ça se passera bien, mais peut-être que le verrou sautera quand, je reviens à l'expression de Kylian Mbappé hier, au fait que peut-être des artistes, des gens de la culture, des influenceurs,
On a vu la bataille des influenceurs se mener là en ligne. Mais oui, il y en a un des deux, Thibaut InShape ou l'autre, qui a dit il faut voter. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que Squeezie, il a perdu des abonnés. A dit qu'il voulait, qu'il a invité à faire barrage au Rassemblement national, donc il a pris position. Et son rival, on va dire Thibaut InShape, qui a lui aussi des millions d'abonnés, d'ailleurs qui vient de passer devant Squeezie en termes d'abonnés. Thibaut InShape a renvoyé dos à dos, je cite, les fachos et les gauchias. Donc c'est une manière de ne pas prendre parti, mais rien que le fait de ne pas choisir son camp a été considéré comme un pas fait vers le Rassemblement national. Donc il y a ce verrou aujourd'hui, et il leur manque. Le RN, il a fait 7 700 000 voix dimanche, il en a fait 13 millions et quelques en 2022 au deuxième tour. Donc il a un noyau électoral important. Il lui manque, je pense, pour gagner, que saute ce verrou de, j'allais dire, l'endorsement par les milieux culturels. Mais qui a intérêt? Voyez-nous ici, on essaye de faire parler les patrons, de leur faire prendre position, tout en sachant qu'ils ont beaucoup à y perdre à rentrer dans cette bataille où eux-mêmes, dans leurs employés, leurs clients, ils ont évidemment des électeurs des deux partis extrêmes. Ils n'ont pas envie de prendre ce risque. On a le MEDEF qui a fait un communiqué très laconique où il n'y a pas de prise de position vraiment claire. Pourquoi les artistes prendraient ce risque ? Alors, ils l'ont fait historiquement pour des raisons de conviction, voilà, chevillés au corps. C'est vrai que dans les milieux économiques, je suis d'accord avec vous, on a plus à perdre, à gagner que de s'engager politiquement. Oui. Donc, généralement, on attend que ça passe, on essaie de prendre des contacts avec tous les camps pour s'assurer quand même la transition. Mais je dirais que le monde économique est plutôt, c'est pas une critique, mais c'est un constat, est plutôt discret, on va dire, voilà, depuis quelques semaines. Mais pour vous, Kylian Mbappé qui prend position, ça compte, ça a fait évoluer le vote. Alors, vous savez, si on parle d'influenceurs, c'est justement que les gens sont censés influencer. Et jusqu'au vote. Pas que pour acheter des crèmes. Je pense pas. Voilà, c'est une bonne manière de poser la question. Je ne pense pas qu'ils influencent le vote, mais je pense qu'ils contribuent à maintenir le verrou psychologique, le tabou de ce vote-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Tant que ce qu'on appelle aussi les corps intermédiaires, les syndicats, les journalistes, tant que toute cette population-là qui a un certain poids dans la prise de parole dans la société, tant que cette partie de la population-là conserve ce tabou, je pense qu'il manquera au RN une étape, une marche pour arriver au pouvoir. Mais pour dire quoi ? Parce que vous voyez, face à Trump, il n'y a pas de discours rationnel qui passe. Chaque démonstration pour dire c'est grave, c'est un pas le plus franchi dans le racisme, ça ne fonctionne pas auprès de son électorat. Ça ne fonctionne pas parce alors c'est vrai qu'on a souvent dit que les électeurs modestes américains et ceux du populisme de manière générale votaient contre leurs intérêts, notamment économiques. On sait aussi que dans le Trumpisme, c'est vrai qu'il y a une envie de chaos et il y a disons que l'attrait un peu sombre du Trumpisme est plus fort que les mises en garde rationnelles. C'est pas que les gens sont débiles ou idiots, c'est que finalement l'irrationnel a aussi une part à jouer dans le vote. La politique, il suffit de la regarder à la télé. La politique, c'est un combat humain, psychologique. C'est pas juste deux personnes qui ont fait l'ENA qui s'affrontent sur des programmes. Ça se passe pas comme ça. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une dynamique. Je dirais qu'il y a deux dynamiques en ce moment, parce que finalement, on peut parler de dynamique politique. Il y a celle évidemment du Rassemblement national, mais il y a celle de la gauche aussi. Voilà, qui a quand même surpris pas mal de monde en réussissant l'union ou la réunion en fait le lendemain du vote. Donc il y aura ces deux dynamiques et on voit bien que le bloc central, le macronisme est un peu en train de se faire aspirer. On sait à peu près que dans les deux cas, les programmes du Rassemblement national et du Nouveau Front populaire sont impossibles à mettre en place au vu des finances publiques. Quel va être l'effet déceptif ? Qu'est-ce que ça va être derrière quand ça va être à peu près la même chose en disant je viens de regarder les finances publiques, en fait je ne peux pas revenir sur la réforme de la retraite ? Alors, le Rassemblement national a commencé lui-même à dire qu'il n'appliquerait pas certaines mesures de son programme s'il était à Matignon. Donc on voit que finalement le fait de revenir en fait sur des promesses un peu trop généreuses ou un peu inconséquentes est partagé par tous les partis. Je pense que c'est un peu le calcul cynique aussi peut-être d'Emmanuel Macron de se dire si jamais il passe, qu'il passe et puis ils auront 2 ans à Matignon pour montrer leur incompétence. Encore une fois, je ne pense pas que ça suffise pour que les gens se détournent de ce vote-là dans quelques semaines. Aucune place de la géopolitique non plus dans la tête de l'électeur par rapport à la position pour l'Ukraine, l'impact que ça peut avoir ? Si, parce que quand même avec l'invasion de l'Ukraine, je pense que on sait que l'extrême droite française est très pro-russe. Parmi ses sympathisants, je pense que là il y a eu quand même un aggiornamento de certains électeurs où ils se sont rendus compte des conséquences concrètes que pouvait avoir leur choix intérieur. Après on sait très bien qu'en France, sur un scrutin, y compris un scrutin aux européennes, les gens votent quand même
avant tout pour des listes nationales, pour des incarnations nationales. Et même si Emmanuel Macron a très vite dit que c'était un résultat sur l'Europe, je pense que ça trompe personne. On sait que c'est de la France qu'il s'agit. Jean-Laurent Casselli, La France sous nos yeux, c'est le livre que vous avez écrit avec Jérôme Fourquet. Merci d'être venu nous voir ce matin, parler de cette campagne qui commence officiellement ce matin.